Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans et je suis la créatrice du compte food Insta Mangeuse d'herbe. Donc, c'est un compte dédié à la nourriture. Il y a des recettes, des vidéos, beaucoup de photos culinaires, mais aussi pas mal d'informations sur l'afro-véganisme, mais aussi la lutte antispéciste animaliste en règle générale. Le véganisme, c'est tout d'abord un mode de consommation, donc c'est-à-dire que c'est refuser euh, de consommer, que ce soit dans la mode, dans la mode, il y a quoi exactement déjà? À chaque fois j'oublie. Ah oui, voilà, dans la mode, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit au niveau des matières premières, voilà, même par exemple des cosmétiques, toute exploitation animale. Donc bien sûr, ça intègre aussi un mode de vie alimentaire végétalien, donc là qui englobe seulement, végétalien, ça englobe seulement l'alimentation, donc c'est-à-dire refuser les produits animaux de toutes sortes. Donc contrairement au végétarisme qui lui va continuer à consommer des produits tels que les œufs ou le lait, bah là par exemple on retire voilà, le lait, le poisson, les œufs, les chairs animales, dont le poisson parce que le poisson est un animal, et, euh, et voilà quoi. En fait, le véganisme, on va dire, comment moi je le comprends, c'est-à-dire c'est ce mode de vie qui va être rattaché à, bien sûr, une idéologie, une croyance. De toute façon, on adhère tous à des croyances. Et cette idéologie à laquelle elle est rattachée, c'est souvent l'antispécisme ou alors voilà, c'est-à-dire vraiment concevoir le monde bah, voilà, comme un vivant qui fait partie de nous, avec lequel bah, on peut aussi s'abstenir de consommer certains produits, certains êtres sentients, certains êtres qui ressentent, qui vivent leur vie de manière tout aussi inintéressante que nous. Voilà. Donc c'est aussi un mode de vie qui en effet va développer une philosophie parce qu'en fait, si on s'arrête juste à la pratique, bon, bah voilà, ce n'est pas consommer, ne pas donner notre argent, parce qu'aussi, quand on donne notre argent à certaines entreprises, notamment Macabre, qui tuent plus de 3 millions d'animaux terrestres seulement en France, seulement, hein, donc on est sur du 3 millions par jour, euh, bah là, déjà, on va voter avec notre argent, hein, on va dire oui, ça c'est OK. Donc là, déjà, c'est aussi une sorte de désobéissance, c'est aussi, bah voilà, se positionner par rapport à des valeurs qui sont ben voilà, cohérentes par rapport à ce que l'on prône, quoi, de non-violence. Et là, bien sûr, petit à petit, on arrive à des développements de philosophie tels que voilà, la non-violence, euh, un développement d'une certaine humilité par rapport au vivant, de peut-être non, on ne peut pas, on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on peut consommer qu'on doit consommer. Comment est-ce qu'on peut se restreindre dans un cas où notre bien-être n'en souffre pas, on peut vivre en bonne santé, d'ailleurs régler plusieurs problèmes et pathologies avec ce régime alimentaire et se faire plaisir et ne pas être complètement en dehors d'un groupe familial ou plus communautaire. Et, tout en refusant de faire souffrir des êtres vivants, humains ou non humains d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est indissociable de ma lutte. C'est-à-dire que je ne me perçois pas seulement en tant que végane qui est en train de penser le monde, par exemple, quand je dis seulement en tant que végane, peut-être en tant que végane blanche, je dirais, parce que le véganisme que l'on connaît, c'est un véganisme mainstream, et on sait très bien que ce qui est mainstream, c'est lié à la norme. La norme aujourd'hui est occidentale et blanche. Donc du coup, comment est-ce que le véganisme, il est amené très souvent, bah, c'est d'une manière très eurocentrée, et, euh, et je dirais même occidentalo-centré, parce que bon, voilà. Et clairement, ça ne parle pas à tout le monde. Et clairement, quand on est des personnes qui soient racisées ou liées à une culture, ben, notamment voilà, afro-caribéenne pour ma part, bah bien sûr, le discours ne va pas du tout fonctionner de la même manière pour moi que pour une personne, par exemple, blanche, quoi. Je vais avoir besoin, justement, quand je vous parlais justement de penser le monde différemment, de commencer à avoir justement à faire des liens avec le monde, que ce soit sur l'humilité avec le vivant, quand on est une personne racisée ou caribéenne, on est obligé, au bout d'un moment, de créer des liens
avec juste l'oppression que l'on vit, ou alors juste notre culture, notre passé. Pour moi, l'afro-véganisme, c'est bien sûr être afrodescendant et vegan. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais c'est-à-dire, c'est aussi articuler une pensée autour justement de ce système, parce que aussi dans l'antispécisme, c'est aussi penser le spécisme. Le spécisme, qu'est-ce que c'est? C'est considérer que des êtres vivants méritent l'un d'être cajolés, voilà, domestiqués, voilà, et d'autres d'être mangés. Voilà, vraiment c'est ce regard un peu arbitraire de vie ou de mort sur le vivant, où on va complètement justifier nos actes par c'est trop bête, ça ne sert à rien, voilà, ça ne ressent pas, voilà, pour moi de toute façon les animaux ne sont pas au-dessus des humains. Tout ça c'est un mode de pensée. On pourrait croire comme ça qu'on est né avec ça et que c'est juste naturel, mais comme pour le féminisme ou le sexisme, etc., ou même le racisme est une construction d'un système de pensée racial. Et quand on commence en tant qu'afro-végane à lire ou à penser justement son rapport au monde avec l'animal qui est quand même le bas du panier, du bas, du bas du panier, euh, exterminer moins que rien, mais vraiment, on n'a vraiment rien à faire. On est obligé, entre guillemets, je pense, de faire des liens hyper forts avec ce que l'on peut constater dans la société, et on se rend compte que tout ça, en fait, appartient à un même système de pensée. Du coup, voilà, cette pensée, moi j'aime bien notamment parler de la pensée raciale en la rattachant à la pensée animaliste, parce que selon moi, et selon d'autres personnes d'ailleurs, la pensée animale, la pensée raciale a été construite par rapport à notre regard vis-à-vis de l'animal. Voilà, c'est-à-dire que souvent, j'explique ça par un spectre. Donc, par exemple, on va voir par exemple des minorités raciales positives, comme par exemple avec les personnes de l'Asie, voilà, etc. Voilà, les Indiens, les Arabes, et ensuite on arrive aux Noirs, et on va voir vraiment que ce spectre, en fait, hiérarchisant et même pyramidal, il est construit sur un fond animalisant. Tout ce qu'on peut entendre par rapport justement à ce refus d'humanité qu'on n'a pas accordé aux personnes noires à travers l'histoire et encore aujourd'hui, se retrouve, que ce soit dans le langage, quand on retrouve comme ça des mots animalisants, c'est aussi pour vraiment construire et justifier des actes juste ignobles, quoi. Donc quand on rejette cette pensée raciale, je trouve qu'il est aussi intéressant de se questionner sur notre rapport aux animaux, parce qu'elle est directement liée, en fait. Ma cuisine, déjà, elle s'inspire bien sûr de la Caraïbe. Euh, c'est ma maman qui m'a transmis ma culture antillaise. Mais c'est-à-dire que avant, je ne sais pas si je cuisinais autant que ça, quoi, quand j'étais pas végane, quoi. C'est juste qu'une fois que je suis passée végane, j'ai perdu ma maman aussi, voilà, un peu dans la même lignée. Du coup, ça a été vraiment l'occasion pour moi de chercher dans ma mémoire, dans mes souvenirs, tout ce qu'elle m'a pu m'apprendre de manière indirecte, parce que c'est incroyable à quel point tout est indirect. C'est-à-dire, voilà, on va pas te faire un cours de cuisine en Caraïbes, voilà, tu ajoutes ça, tu prends une cuillère à soupe de, etc. Ça va être quelque chose qui est très intuitif, très aléatoire. On a l'impression, du moins à l'extérieur, que c'est très aléatoire, alors qu'en fait, pas du tout, tout ça est extrêmement bien pensé. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, une forme d'intelligence pas du tout scolaire, comme ce qu'on peut voir dans cette manière qu'on a d'approcher l'art culinaire. Moi, par exemple, aussi, je transmets de manière très scolaire, j'écris, etc. Parce que je me suis dit, voilà, pour transmettre, là, les gens, ils n'ont pas le temps. Et moi, j'ai envie qu'ils cuisinent caribéens chez eux, quoi, s'ils peuvent, quoi, hein. Et en plus, c'est plus rapide quand c'est vegan, parce que voilà, on n'a pas besoin de passer des nuits à faire mariner pour que les arômes pénètrent la peau et le corps de quelqu'un.
Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Euh, donc, bonus, quoi. Mais c'est-à-dire que voilà, je me suis vraiment rendu compte de cette transmission qui était hyper précieuse. Et ça m'a permis, en fait, aussi de faire un travail sur mon deuil, voilà, de noter, d'essayer de rater, de recommencer jusqu'à retrouver un peu l'essence de ce que je connaissais, mais façon végétalien. Donc, pour moi, c'était vraiment, voilà, ça m'a fait tilt dans ma tête. Moi, c'était par rapport à un deuil, mais bien sûr, j'ai fait du lien par rapport à l'histoire de la Caraïbe. Le fait de ne pas se détourner de son héritage, mais de l'élever ou de le transformer avec son temps, avec ce que l'on devient, qu'on n'est pas obligé de rester figé. Voilà, il y avait des coups de cochon, donc je mets des coups de cochon. Voilà, qu'est-ce qui était vraiment important dans les gestes, dans le goût, qu'est-ce que j'ai envie de retrouver et comment est-ce que je peux l'adapter. Donc voilà, moi c'est vraiment parti de ça. Et ensuite, bien sûr, comme je suis en hexagone, voilà, je fais surtout pas mal de recettes avec les légumes de saison parce qu'il y a toujours cette ambivalence quand on est afrodescendant et qu'on vit en hexagone. On a envie de consommer de saison et surtout quand on a un intérêt écologique, consommer de saison, mais conserver sa culture. Du coup, je le conserve plus pour les fêtes ou quand mon papa vient à la maison, des choses comme ça. Et, euh, et on va dire que voilà, j'essaie quand même d'adapter. Et mine de rien, même si par exemple je vais cuisiner des légumes, il y aura toujours des épices, des techniques pour faire revenir les épices, libérer des saveurs. Voilà, même si c'est du chou que je cuisine, je ne mange pas du chou comme ça. Voilà, c'est assaisonné. Voilà. Recette antillaise, c'est sûr que je l'ai fait goûter à mon père parce qu'il est vraiment très exigeant. Lui, voilà, hein, je lui ai fait goûter des courbouillons de poisson sans poisson. Voilà, c'est bon, tu as fini ton assiette, donc du coup, ça ressemblait à du poisson. Non, c'est sûr que je vais recommencer jusqu'à ce qu'ils me disent peut-être pour le poisson. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Moi, il y a un truc, voilà. Ça, je sais que pour la plupart des personnes, ce sera donc, même entier, ce sera donc très bien parce que franchement, j'avoue, il n'y a pas très tendre là-dessus. Donc voilà, je vais faire des tests, notamment voilà, par rapport aux personnes de ma famille. Mais c'est vrai que sinon, en fait, tout s'appuie sur ce que je mange maintenant. Ce qui fait que parfois, j'ai vachement de mal à faire des recettes parce que, genre, je sais pas, je peux manger des pâtes et des frites pendant quelques temps. Et du coup, voilà, manger très équilibré, on le sait, voilà, comme tout le monde, quoi. Et là, pour le coup, je fais, ah purée, j'ai rien à photographier, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de manger. Donc voilà, je me mets pas trop de barrières. Parfois, je me note aussi des recettes que j'aimerais bien réaliser, mais c'est vrai que c'est pas trop celle-là enfin, je suis pas très organisée là-dessus. C'est très spontané. C'est vraiment ce dont j'ai envie de manger. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça parle plutôt aux gens parce que voilà, je m'enferme pas trop dans un cadre. Voilà, il faut que je fasse du migan. Je sais, c'est écrit, il faut que je fasse du migan. Je le sais, j'ai toujours pas fait. Mais voilà, comme là en ce moment, j'ai pas trop ce qu'il me faut sous la main, non. Voilà. Donc voilà, très spontané, vraiment, je me base sur vraiment moi, mon corps, ce que j'ai envie de manger. Ou alors quand je vais dans un resto et que j'ai apprécié un repas, par exemple, j'ai mangé récemment des gaufres de patates douces. Et je me suis dit, ah là, ça peut être super bon. Et en plus, c'était version française, donc avec une sauce vinaigrette. Pas foufou. Et là, je pense qu'avec une sauce chien bien travaillée, voire un peu plus épaissie, ça peut être super bon dessus. Donc voilà, quoi. C'est souvent, ça me vient comme ça, mais voilà, l'inspiration vient en mangeant, quoi. Mon outil numéro un, Lego. Lego. Alors ça, Lego, je le sors à toutes les sauces. Donc, c'est-à-dire que déjà, quand on va raconter, bien sûr qu'il peut y avoir des blocages, et bien sûr que l'alimentation caribéenne est très, très carnée. Et elle est due, normal, à une histoire violente. Du coup, pourquoi est-ce qu'on consomme tel produit, telle partie du corps des animaux? C'est lié à une histoire. Ce que j'aime bien dire, c'est genre, oui, manger donc la nourriture du colon, go,
Go, voilà, il t'a mis ça dans ton assiette, il t'a dit, toi, tu manges des pieds de porc. Du coup, bah voilà, on continue comme ça très, très longtemps. Voilà, je parle souvent voilà, de ce rapport esclavagiste, lavage de cerveau, euh, ce côté aussi aliénant où on a l'impression qu'on a de l'or dans les mains, mais en fait, on t'a donné de la bouse. Et l'or, il est ailleurs. Parce qu'en fait, en effet, cette cuisine, elle, quand même, et moi, je trouve qu'elle est quand même hyper fascinante parce qu'on a réussi à faire des choses, mais extrêmement goûtues, extrêmement doux, extrêmement bons, avec mais des parties mais terribles, quoi. Avec, et tout ça dans un cadre de survie. Je trouve que c'est assez fascinant de voir cette résilience à travers voilà, la cuisine caribéenne. Une chose est qu'il faut constater quand même que cette alimentation, c'est de la slave food. On appelle souvent ça de la soul food, mais c'est surtout de la nourriture des esclavagisés, de survie, quoi. Est-ce que ça veut dire que donc ça n'est pas partie de notre histoire? Bien sûr que si, ça fait partie de notre histoire. Est-ce que par contre, il faut continuer de s'alimenter comme un esclave, alors que quand même, je pense que sur plein d'autres sujets, tout le monde essaie de se déconstruire, mais bizarrement là, voilà, ça a l'air, oui, mais ça va. Non, je pense que vraiment, si tout est à déconstruire, si tout est à reconsidérer, que ce soit sur nos rapports hommes-femmes, que ce soit sur voilà, ce côté potomitan de la femme noire, etc. Voilà, c'est pas parce que voilà, on a vu nos mamans, nos grands-mères assurées comme des malades et être complètement au bout de leur vie sans le montrer qu'on doit continuer comme ça parce qu'ok, elles sont solides jusqu'à quand, jusqu'à quoi, avec tous ces traumatismes générationnels qui se passent. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas se poser des questions? Et je pense que c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait en plus. Donc, du coup, voilà, pour moi, ce côté, voilà, j'aime bien associer l'ego à la réflexion parce que bien sûr, je pense qu'en tant qu'entier, ça tape un peu quand on se dit, voilà, la nourriture du colon, bah voilà, hein, tu suis le mouvement, quoi. Ils t'ont façonné l'esprit sur des générations pour que tu t'alimentes de la sorte. Et puis, bah voilà, c'est bon, c'est OK. Et puis voilà, tu te dis, j'aime le poulet, c'est parfait, je ne peux pas vivre sans le poulet, etc. Donc, ce que j'aime bien, c'est voilà, travailler sur l'ego, ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, bien sûr, à la suite de l'ego, l'histoire, donc réfléchir à qu'est-ce qu'on a en commun avec, par exemple, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, dont on a notamment été déporté. Qu'est-ce qu'on a en commun au niveau de la cuisine? On voit qu'en fait, il y a des choses qui ont survécu et des manières de cuisiner qui ont survécu. Et partout, en fait, à chaque fois que je fais des recherches, partout où ça a survécu, c'est du végétal. Partout où il y a du cochon, du saindoux, le saindoux, ça vient d'où? Ça arrive. Le saindoux, c'est complètement français, François. Ici, on avait une tradition avec les seigneurs SAIGN, hein, de cochons qui te défoncent le cochon et qui te le saignent comme pas possible pour t'extraire le saindoux. C'est vraiment, en gros, le gras du pauvre. Comprenez bien que quand on a été déporté, regardez toutes les matières grasses végétales que l'on a sur le continent africain. On ne les compte pas. On ne les compte plus, quoi. Huile de palme, huile de ricin, huile de beurre de karité, beurre de cacao, beurre de mangue. Enfin, franchement, huile de coco. On a l'impression qu'on a besoin de saindoux, là, de saigner quelqu'un pour lui défoncer. Non, ça, c'est vraiment des outils de personnes qui sont en survie parce qu'il caille, il fait super froid. Il n'y a rien qui pousse. Enfin, franchement, voilà, là, je suis en France. Hein. J'ai juste à tourner la tête pour bien comprendre qu'il y a un petit sous-sail. Donc vraiment, à chaque fois que je fais des recherches, que ce soit même sur des choses comme par exemple le pain beurre, etc., j'aime le végétaliser, il n'y a pas de souci. Le pain beurre, tout ça, c'est de la brioche qu'ont apporté les missionnaires. Il faut penser pourquoi on pain beurre, parce que voilà, pourquoi Chaudot, pourquoi on se dit il y a un Chaudot aussi français, pourquoi il y a un Mont Blanc français? C'est normal, il y a eu des influences, colons, à vous de choisir ce que vous voulez servir. Moi, je vous dis, tout ce qui a été transmission survie euh, de l'Afrique centrale et de la déportation, c'est quoi? C'est végétal. Il faut faire le choix. Hein. Faisons le choix. Voilà. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'histoire aussi, ça prend un petit peu au trip, mais c'est aussi une manière lucide d'observer
voilà, les influences dedans, parce que c'est une nourriture c'est une gastronomie qui est née de la violence, mais aussi de la résilience, de la survie. Et je trouve qu'il y a des choses qu'il faut faire survivre et d'autres qu'il faut laisser mourir. Voilà, à vous de voir. Je pense qu'il y a un peu de vrai dans le sens, le véganisme tel qu'on pense aujourd'hui, véganisme, rien que le mot véganisme, non, ce n'est pas un truc afrocentré. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que le véganisme, voilà, tel qu'on le pense, ben, on le pense avec notre monde mondialisé. Et aujourd'hui, il a des problématiques, que ce soit climatiques, de santé, qui ne sont pas les mêmes qu'à une certaine époque, c'est sûr. Donc le véganisme tel qu'on le pratique, par exemple, quand vous allez dans votre supermarché, n'achetez pas, ben voilà, c'est caduc euh, par rapport à des années en arrière, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que ben déjà, moi je vous dis, réfléchissons. Le végétal, où est-ce qu'il est le plus abondant, quoi. Surtout quand on habite sur cette ligne qui s'appelle l'équateur. Enfin, franchement, voilà. S'il y a bien un endroit où on peut concevoir qu'on mange plus de légumes qu'ailleurs, c'est là. Il faut comprendre aussi toutes ces problématiques climatiques. Le climat qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que l'État, même quand on va me parler du Sahel, etc., ou le Mali, n'était pas c'était pas le même climat qu'il y a des années à l'époque précoloniale. Hein, tout ça, et encore aujourd'hui, c'est de plus en plus la catastrophe à cause des enjeux climatiques. Donc clairement, tout ce climat change. Et même là, on peut concevoir que ce soit à travers les plats. Voilà, par exemple, je prends beaucoup l'Afrique de l'Ouest, c'est ce auquel je me rattache le plus et que je connais le plus, et l'Afrique centrale. On va voir que les plats ont des noms de plantes, voilà, que bah, la plante, au contraire, c'est un peu le main character du plat, quoi. Et bien sûr, là, ils vont rajouter la viande, mais même dans la cuisson, hein, observez bien comment est-ce qu'on fait cuire de la viande. Hein, on la prend, on fait on la retire. Ensuite, on mélange avec des légumes, etc. Là, on fait le mijotage tel à l'antillaise. Et ensuite, hop, on rajoute. Et voilà, ça c'est genre le plat euh, clairement pensé avec de la viande, quoi. On voit bien qu'il y a un souci quand on réfléchit par exemple au bœuf bourguignon, où on rajoute du vin et que le truc il a baigné dans son sang et tout. La blanquette de veau, on prend le veau, on l'arrose avec le lait maternel de sa mère. J'aime beaucoup appeler ça la black magic. Absolument. Je me dis, qui a pensé à un truc pareil? Mais quelqu'un qui en survit, qui a la dalle, et il n'y a pas beaucoup de ressources. Quand tu as de la ressource, bah voilà, après, quand les colons arrivent, ah, c'est ça la richesse, ok, bah on fait ça, on va pas le laisser dedans, on le retire, et après on le met par-dessus à la fin. Pareil pour le poisson, etc. Hein. Il y a vraiment que, par exemple, dans des pays hexagonaux, ou même en Allemagne, etc., qu'il y a vraiment une culture de faire cuire l'animal, soit pas du tout longtemps, soit dans des sauces. Hein, voilà, le côté manger bleu des viandes, etc., c'est normal, ça fait partie des conditions climatiques. Rendez-vous bien compte que manger des animaux dans des pays chauds, quand t'as pas de frigo, allez, bon courage. C'est pour ça d'ailleurs que, notamment historiquement, on peut réfléchir au fait de ne pas consommer de porc dans certains pays, pas consommer de cochon, c'est aussi parce que bah, le niveau de libération des bactéries, bah, il est dangereux. Du coup, on peut se dire que aussi, si on ne mange pas de cochon et que ça a été interdit, c'est aussi pour la santé publique, quoi. Voilà. Donc ça peut être au-delà de l'aspect spirituel, qui est à réfléchir, quoi. Je pense que quand on fait partie du problème, voilà, quand je dis on fait partie du problème, je parle notamment de l'Occident, la notion de respect, là vraiment, voilà, ce truc de équilibre, quand on est dans un monde que j'aime bien appeler icéphétique, démonica, métatronique, quand on est dans ce monde, pardon, ça y est, je pars en vrille, quand on est dans ce monde qui est vraiment basé sur l'exploitation, sur la hiérarchisation, l'écrasement des vies broyeuses de corps,
donc voilà, hein, comme je dis, 3 millions seulement terrestres. Hein, je ne parle même pas des animaux marins qui, eux, sont vidés. Hein, les espaces marins, c'est vidé. On ne parle même pas en tant qu'individu, comme les 3 millions d'espèces terrestres. On parle de tonnes en poids, hein, des tonnes et des tonnes voilà, d'océans vidés, de poissons suffocants en train de mourir pendant 4 heures. Donc là, voilà, c'est ce monde-là que l'on a aujourd'hui. Et là, c'est l'Occident qui donne le là. C'est l'Occident qui vide tout. Voilà, on fait partie du problème. Et quand je dis on fait partie du problème, le gros souci, c'est que on cause un souci, on continue d'engendrer, de nourrir, de faire grossir ce problème. Et ce problème a des répercussions. Il a des répercussions sur des pays notamment racisés. On peut le constater aux Antilles. Quand genre ma tante qui me dit « Ah, la houle n'est plus exactement pareil », genre Tati, ça commence pas à me fatiguer. Sûr, je dis pas commence pas à fatiguer. Mais c'est-à-dire, voilà, ce truc où j'entends les gens, ah, ce n'est plus pareil, ah, on ne trouve plus les mêmes fruits, ah, c'est bizarre, on les voit plus, tel ou tel animaux ou choses, ça devient rare. Oui. Pourquoi? Parce que les répercussions, ça va être sur votre dos, tout simplement. C'est-à-dire que les premières personnes qui vont prendre cher, après les animaux non humains, qui eux prennent déjà extrêmement cher, que ce soit le niveau extinction, etc. Quand aujourd'hui, il va falloir vraiment se prendre en main son pays, son île, peu importe, et la réglementation, et notamment le fait de concevoir les animaux et le vivant autrement, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est très rare de trouver un pays, un espace qui n'a pas été colonisé, dont la pensée n'est pas purement occidentale, n'est pas purement destructrice, quoi. Et pour revoir tout ça, je pense que le véganisme, ça permettrait quand même de remettre pas mal de choses à sa place, que ce soit sur l'humilité de l'homme par rapport au vivant, parce qu'au-delà de ne pas consommer d'animaux, si on continue de consommer des animaux, qu'est-ce que ça veut dire de nous? Qu'est-ce que ça veut dire de nous aujourd'hui, nous qui avons le choix, nous qui avons l'espace pour réfléchir? Et là, bien sûr, je ne parle pas de la personne en mode Groenland, etc. Hein, je parle par exemple, notamment des Antillais, ou même par exemple, on va dire, bien sûr que l'Afrique n'est pas le problème, mais eux-mêmes peuvent être atteints par des problématiques occidentales, notamment par exemple Kinshasa, où là, on va voir que le niveau de malbouffe, c'est juste indécent. Le nombre de poulets tués dans des conditions pas possibles, shootés aux hormones, etc. Je parlerai même du chlordécone. Hein, on parle du chlordécone où on va dire que, attention, et je parle de ça parce que aussi ma famille est touchée et que j'ai mon oncle où, on dit c'est très bien cette plante diurétique, vous savez, les langues de belle-mère, etc. Parce qu'il fait sa chimio en même temps. Donc, il essaie quand même de manger mieux, etc. Donc, direct, quand il mange mieux, déjà, ça va mieux. Donc, c'est-à-dire que c'est intéressant de parler du chlordécone parce que ça hausse les taux de cancer de la prostate. Mais quel est, dans le monde, le gros problème de cancer de la prostate? La consommation carnée. Bizarrement, ça, on n'en parle jamais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de chlordécone. C'est-à-dire que peut-être aussi pour nous renforcer nous-mêmes, pour aussi faire attention à nos proches, c'est peut-être important de dire, oui, voilà, bois pas cette eau, faites attention, cultivez hors sol, etc., blablabla. Et peut-être aussi, vous enfoncez pas tout seul, là. Vous êtes déjà empoisonné. Vous mettez du poison. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'alimentation qu'on nous donne, même dans les îles, etc. Et puis les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent où? Si on veut te dire, oui, mais moi, j'achète pas chez Lidl, j'achète pas chez machin. Ok, machin. Ok, donc tu défonces le gars, là, un veau, je sais pas quoi, il mange quoi? Lui aussi, il est contaminé. Donc, à un moment, il est contaminé. En plus, la viande est inflammatoire. En plus, la viande, le poisson. On est en train de parler de la houle, etc. Si vous voulez pas que ça fasse Atlantis, l'Atlantide dans vos faces, à un moment, il va falloir quand même réfléchir aux problèmes climatiques. Et je sais qu'ils le font. Je sais que beaucoup le font et que ça en marche. C'est juste que, pour moi, être vegan, ça permet, au-delà de seulement l'alimentation, de se responsabiliser par rapport à l'argent, à la consommation, ce que les Antillais font déjà très bien. Ça fait des années qu'ils se responsabilisent dessus.
mais d'aller encore plus loin. Quel est le rapport avec justement ce qu'on nous a mis dans la tête? Est-ce que, comme par exemple les Rastas, etc., tout ce qu'on a pu lire avec la naissance du panafricanisme, avec le rastafarisme, ce n'est pas juste porter des locks ou je sais pas quoi, ça a été un mode de pensée que le colon a voulu exterminer. Hein, c'est-à-dire que cette alimentation, quand on est dans un mouvement révolutionnaire et que les gens ont envie de les faire passer pour juste des fumeurs de bœufs, alors que, t'inquiète pas, tout est pensé pour sortir d'un modèle toxique. C'est parce que c'est un mouvement révolutionnaire. On n'est pas juste en train de se dire oui, ah bah voilà, on ne mange pas tel aliment parce que voilà, on est perché. C'est refuser un modèle de pensée violent, hiérarchisant, écrasant, broyant. Moi, je ne vais pas aller demander des comptes aux gens qui sont, je ne sais pas, en Éthiopie, je ne vais pas aller voir les bergers et leur dire je ne sais pas quoi. Mais je pense que, mine de rien, nous qui sommes extrêmement liés à l'Occident, où voilà, on peut trouver dans notre histoire, que ce soit Royaume Kémet, la Mahat, le rapport avec le traitement des animaux, les gens se faisaient tuer parce qu'ils tuaient des animaux. Hein. C'était la punition. Tu tues un animal sacré, et je peux vous dire, animal sacré, c'est pas juste un crocodile. Il y a une tonne d'animaux, donc je peux dire que voilà, c'est pas tous les jours que tu vas pouvoir manger de la viande. Tu tues un animal, c'est passible de mort. Et en plus, tu vas carrément, l'Amahat communique avec le pharaon. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent au niveau justement de cet équilibre et cette justice. La mort, c'est pas anodin. Si on a le choix, si on a la capacité, si en plus ça nous sert, pourquoi ne pas passer vegan? Le B12 dans l'alimentation, il est évident. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas du tout réservé aux véganes. C'est très intéressant de voir à quel point les gens sont très inquiets par le régime alimentaire vegan, végétalien, comme quoi ils seraient pauvres en nutriments, pauvres en, voilà, etc., les carences, etc. Donc la vitamine B12, c'est une réalité. Pourquoi? Alors, certains vont dire, bah, de toute façon, c'est dépourvu, on trouve ça que dans les animaux. Maintenant qu'on a une bactérie de synthèse, parce que la vitamine B12, c'est avant tout une bactérie, bah voilà, donc maintenant on peut devenir vegan, ce qui n'était pas le cas avant. Ce n'est pas mon avis. C'est-à-dire que je pense que déjà, il faut savoir que la vitamine B12, on peut la trouver que chez certains animaux, notamment les ruminants. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, et notamment les vaches. Donc, c'est-à-dire qu'on peut la trouver. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur ventre, il y a tellement une méthode de régurgitation. Hein, elle vomit un peu dans sa bouche, elle ravale le tout, etc. Bah, que ça fait un sol fertile de bactéries que la vitamine B12 bah, se développe. Pourquoi? Parce que la vitamine B12, normalement, où est-ce qu'on la trouve? Dans les sols. Dans les sols. Mais comment est-ce qu'elle se développe dans les sols? Dans le caca, c'est-à-dire dans la boue, dans l'eau qui a fermenté, qui est restée, etc. Regardez aujourd'hui comment est-ce qu'on le cultive. On cultive avec de l'eau calcaire, on cultive avec de l'eau limite, à la limite de la javelisée. Hein, tout est aseptisé. Il n'y a rien qui trempe, qui baigne. Nous-mêmes, quand on achète nos légumes, le truc, il est propre, il n'y a pas un bout de terre. Hein, c'est aussi intéressant de voir, par exemple, les peuples qui font des aliments à base de terre, d'argile. Non, ça ne fait plus du tout partie de notre alimentation. Ce genre de choses, on se dit, ah, trop bizarre de manger des trucs comme ça, quoi. Alors que, en fin de compte, quand on réfléchit par rapport, on reste des animaux, hein, des mammifères. Notre manière de cueillir, etc., bah, là, on touche la terre. Et tout ça, ça vient en nous. Et d'où est-ce que viennent ces aliments? Bah voilà, de la terre, c'est là qu'on trouve la B12. Aujourd'hui, tout est aseptisé. Aujourd'hui, comprenez bien que même les omnivores, leur nourriture est arrosée de B12 parce qu'il n'y a pas assez. Où ça? Dans les sols. Les sols sont appauvris. Donc, de toute manière, qu'on prenne un petit cachet comme ça de synthèse qui n'est pas du tout dangereux, comme ça, une fois par mois, 2 fois par semaine, une fois par semaine, je ne sais pas, voilà, à vous de voir en fonction de vos dosages, qu'on prenne un petit truc comme ça, ou qu'on mange à travers le corps comme un filtre,
Comprenez bien que le corps, c'est un filtre. C'est comme si vous vous servez d'une paille. Plutôt qu'aller carrément boire mon verre, non, non, je veux me servir d'un être vivant et voilà. Donc comprenez bien que déjà, passer à travers un animal comme un filtre pour avoir votre dose de B12, vous pouvez l'avoir direct, puisque de toute manière, votre animal, là, il est supplémenté. Lui aussi. Donc c'est qu'il y a bien un souci au niveau même des sols, puisque c'est là que les animaux viennent puiser leurs ressources. Et ils n'en ont pas. Et nous, on est là, ouais, mais ça veut dire que donc on peut vraiment pas faire autrement. Bah si, la preuve, même eux, ils font autrement. Donc ça, c'est ce que j'aurais à dire sur la B12. Qu'en est-il de la carence en fer? Combien de personnes, et antillaises aussi, hein, afrodescendantes, me disent tous les jours qu'ils ont des carences en fer et qu'ils mangent de la viande? Il faut arrêter de croire que la carence en fer, c'est seulement pour les véganes, hein, ou les végétariens. Pas du tout. Hein. Je vois des gens qui mangent de la viande comme pas possible. Leur taux de fer, ridicule. Ridicule. Et vous savez aussi ce que le médecin va vous donner comme fer quand vous êtes en carence? Du fer végétal. Oui. Donc c'est super. En fait, on vous soigne avec du fer végétal, mais on vous dit surtout de manger de la viande pour avoir le fer animal. C'est très logique. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais c'est-à-dire que, voilà, vraiment, cette carence en fer, il faut savoir qu'elle est multiple. Il y a des moyens de mieux l'assimiler, notamment en la combinant à la vitamine C. Il y a aussi des moyens de... Il faut aussi penser l'organisme dans son ensemble, ce que ne fait pas beaucoup la médecine allopathique, et de comprendre que si on prend des aliments inflammatoires, bah, automatiquement, le corps, il brûle tout. Il se dit, bah, tout est inflammé, quoi, comme une allergie. Quand notre corps n'est pas capable d'absorber des nutriments, c'est aussi parce qu'il est inflammé. Ça n'a pas de sens. On va manger du poisson, il y a du mercure dedans, et ensuite on va se dire, on va avoir des oligos. Les oligos, les oligo-éléments ou les oméga 3, etc., on va les trouver très très facilement dans des noix, dans des oléagineux, dans de l'huile de lin. Vous prenez une cuillère à café d'huile de lin, ou alors vous achetez la bouteille là où il y a tout dedans. Huile de lin, huile de machin, colza, tac tac. Une cuillère à soupe, tac tac. Ou alors, oui, en effet, vous allez prendre le poisson qui est extrêmement malade, parce que je vous conseille d'aller regarder, ou alors d'aller pêcher ce poisson soi-disant à la main ou je sais pas quoi, tous les jours de la semaine, pour en fin de compte vous rendre compte que ce poisson, il a mangé tout le plastique qu'il y a dans la mer, dans les océans, et qui est tout simplement malade, quoi. On est arrivé à un tel niveau pour la planète. La planète, là, de toute façon, elle est saturée depuis longtemps. Là, on est vraiment en crédit de la planète. Jamais on ne reviendra en arrière. Du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est pas important d'avoir un mode de vie un peu plus radical, qui quand même, hein, je pense le prouver quand même sur mon compte et d'autres personnes sur d'autres comptes, que c'est quand même jouissif, qu'on a beaucoup de plaisir, on a beaucoup de possibilités différentes, hein, on ne mange pas tous les jours la même chose. Je sais pas. Moi, en tout cas, dans mon entourage et même dans ma famille, même si ma famille n'est pas forcément végane parce que je vis plus avec eux, hein, depuis longtemps, donc du coup je peux pas les traquer. Euh, c'est surtout de comprendre que ça a du sens. Que à côté de moi, c'est sûr que voilà, quand on me dit oui, mais tu veux, on m'a déjà sorti ça, oui, mais si tu veux pas qu'on mange de viande devant toi, tu veux que les gens suivent, enfin, obligatoirement ta voix, c'est machin, etc. Je dis attendez, déjà, vous faites les voraces H24 une fois par semaine, soi-disant, vous êtes en train de diminuer, là, on va voir. Là, on va voir. Parce que tout le temps, les gens, ils me disent ah, mais je diminue, je diminue. Mais quand on se voit, ah non, là, je peux pas. Ah bon, tu peux pas? Je croyais que tu étais en train de diminuer. Si tu diminues, ça devrait être easy, quoi, hein, de faire un repas vegan. Donc, le truc que je fais souvent, c'est que je cuisine. Je sais que ça, c'est pas la capacité de tout le monde parce que c'est quand même une charge mentale de s'infliger la cuisine pour je sais pas combien de personnes. On a envie d'être un peu libre comme à l'époque, hein, mais de toute façon, il faut savoir que le véganisme, j'aime bien aussi l'appeler la perte de l'innocence.
hein. C'est un peu comme passer pour moi à l'âge adulte, hein. On a fini un peu avec cette ah là là là, je croyais que l'animal dans le zoo, il était heureux. Je sais pas... Ah, oui, là, c'est un peu hardcore quand on se rend compte de la réalité. Donc oui, c'est la perte de l'innocence. J'aime bien dire qu'avec le véganisme, on ne perd rien, on gagne toujours. C'est pas forcément vrai. En effet, on a une perte d'innocence parce que là, on a levé le voile de la réalité. On est sorti de la matrice. Là, on voit les choses telles qu'elles sont. Et franchement, c'est pas joli. C'est pas cool. Mais par contre, qu'est-ce qu'on gagne? Bah, on gagne euh, en équilibre intérieur, je pense, spirituel aussi. On a cette capacité de voir aussi la moindre chose, je pense, habituelle, comme par exemple les pigeons. Moi, j'ai développé une empathie et une vraie connexion avec les pigeons, oui. Oui, monsieur. Donc du coup, voilà, toute cette faune, toute cette flore, elle devient pas forcément, elle devient plus une ressource, elle devient un autre être qui vit à côté de nous. On fait partie de ce tout. Et ça, c'est une richesse inestimable. Une peau à peu près nette, de l'énergie, euh, un corps qui fonctionne quand même beaucoup mieux. C'est quand même pas mal, quoi. Mais c'est sûr qu'on a cette perte d'innocence, qu'on ne peut plus retourner, juste aller chez sa maman ou dans sa famille, s'asseoir et puis juste attendre, quoi. Parfois, ça arrive. Moi maintenant, dans ma famille, je sais que les gens, parfois, je ne vais pas cuisiner. Ma soeur, elle a cuisiné un truc vegan et c'est bon. Voilà, je ne me ramène pas avec ma gamelle. Mais au début, il faut faire un peu des efforts pour cuisiner, apporter, démontrer que c'est quand même bon. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'au début, vous allez avoir l'énergie. Parce que vous allez avoir l'énergie du désespoir, parce que vous allez vous informer. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est grave et que c'est chaud. Du coup, là, vous allez avoir l'énervement du réveil, quoi. Donc, du coup, là, on a plein d'énergie pour essayer de convaincre, toujours en bienveillance. Et moi, mon astuce par rapport aux parents, c'est de jamais les juger. Toujours demander oui, qu'est-ce que tu penses qui pourrait faire cet effet? Est-ce que tu penses que tu as une plante qui pourrait être... Moi, par exemple, mes tantes aux Antilles, elles n'arrêtent pas de m'envoyer. Ah, regarde, j'ai fait pousser ça, ça c'est très bien pour ça. Plein d'astuces qui font que, bah, en fait, au lieu de me dire, ah, je vous condamne en tant que, voilà, vous m'avez dit de manger de la viande, vous êtes trop nul, etc. Non, c'est, tu as un savoir, je le veux. Et en plus, on sait qu'aux Antilles, les anciens, ils vont pas venir et nous donner. Tiens, tu veux, en fait? Non, il faut aller chercher. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans cette manière de faire. C'est-à-dire que quand tu as une transmission, bah, tu le mérites, quoi. C'est que la personne, elle a considéré que tu méritais. Et donc là, tout de suite, il y a un lien nouveau qui se crée, un peu un lien d'égal, hein, un lien de, bien sûr, un peu d'élève, mais quand même d'égal, quoi. Où la personne, elle se dit, ah, t'as écouté ce que j'avais à dire, je vais écouter ce que tu as à dire. Donc, toujours questionner les parents. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble? Est-ce que, bon, on cuisine pas tout le temps trop ensemble, mais est-ce que tu veux que, est-ce que tu pourrais imaginer comment, voilà, on pourrait faire un chic taille avec du chou râpé comment est-ce que je pourrais faire ah, mais comment tu fais ta sauce là? Ah, mais ils adorent ça direct. Ah, attends, je vais te montrer, hein. Voilà. C'est pas faire ça. Attends, je vais te montrer. Voilà. Du coup, voilà, un peu essayer de les inclure dans ce parcours plutôt que le côté hyper vénère, quoi. Et plutôt mettre toute son énergie énervée dans du partage, de la cuisine, démontrer que c'est très bon, apporter des choses, faire plaisir. Voilà. Après, on rentre, on râle, mais sur le coup, voilà, on met toute notre énergie dans un truc positif, quoi. Moi, pour moi, ça a été un moyen de me rapprocher, comme je te disais, par rapport au décès de ma maman, de mon héritage tout court. Ma maman est blanche, mais elle a grandi avec mon papa depuis qu'elle a 12 ans. Du coup, bah, voilà, ils habitaient voilà, dans le 94 et tout. Bah, c'est vrai que bah, voilà, elle a été inclue dans ma famille très très jeune, très très tôt. Du coup, bah, c'est elle, quand mon papa, tout ça, ils se sont séparés. Enfin,
voilà, genre sort of quoi. C'est elle qui m'a transmis le créole, c'est elle qui m'a transmis toute cette nourriture. À la maison, on ne parlait pas français et je ne mangeais pas français. Du coup, c'est vraiment un peu pour moi les plaisirs de l'enfance. Et ça m'a permis vraiment de me rapprocher d'elle, voilà, un peu plus de me dire comment est-ce qu'elle a appris tout ça, comment est-ce elle a compris tout ça, parce que c'est quand même, elle cuisinait quand même très très bien. Moi, ma famille venait à la maison, ils n'avaient rien à redire, hein. Du coup, ça m'a permis de me rapprocher de mon héritage familial et aussi de mon papa, quoi. Parce que pareil, comme mon papa, je l'ai connu un peu plus Enfin, on était plus connectés sur le tard, ça m'a permis, voilà, de créer du lien, quoi, aussi. Et voilà, et de créer, voilà, vraiment, pour moi, c'était vraiment de réparer ce noyau familial. Voilà, je pense que c'était vraiment ça. Et ensuite, tout ce que j'ai fait comme travail par rapport à l'Afrique, en étant déjà très intéressée, concernée en tant qu'afro-féministe, pan-africaine, sur ces questions-là, pour moi, c'était évident. Mais aussi parce que voilà, je suis un peu une archéologue dans l'âme, j'aime toujours chercher. Voilà, pourquoi. Donc du coup, j'aimais bien, enfin, je suis quelqu'un qui aime bien mettre du sens dans ma vie, pour tout et pour rien, hein. Ça peut être rien. Voilà. Pourquoi ce truc est de cette couleur? Il y a du sens. Voilà. J'aime mettre du sens dans tout ce que je fais. Et du coup, automatiquement, c'est venu de base. Quoi. Mais à la base, vraiment, mangeuse d'herbe, c'est né parce que j'en avais marre que ma famille me dise, mais il n'y a rien sur Internet, hein. Alors, qui a mais voilà, il n'y a rien du tout. Bon, c'était il y a quand même 5 ans. Et, je me suis dit, voilà, je vais tout vous centraliser. Et comme ça, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien. Voilà, tout est là. En plus, je vous ai pris des photos que j'espère un peu de fou. Bon, je me suis améliorée parce que j'ai regardé les premières photos. Voilà, il faut progresser. Mais voilà, je me suis dit, voilà, je vais leur remettre des trucs alléchants. Comme ça va leur donner envie. Ça, voilà. Je me suis dit, voilà, c'était vraiment pour pas avoir à répéter, faire un peu un glossaire de tout ce que je connaissais, quoi. Je suis très différente, c'est plaisir d'ailleurs, mais ouais, je suis très différente dans le sens où je pense beaucoup moins énervée. C'est peut-être pas pour certains, mais pour moi là, je deviens très calme. Beaucoup moins réac, ça m'arrive encore, parce que c'est vrai que je peux être très impulsive, mais on va dire que j'ai appris euh, à reconnaître mes émotions, parce que le problème quand on passe vegan ou même quand on se tape des vidéos d'animaux qui souffrent, etc., c'est beaucoup de violence, c'est beaucoup de tristesse qui se transforme beaucoup en colère, en, voilà, en impuissance. C'est très compliqué quand on peut quand on souhaite s'engager, faire des actions, notamment par exemple animalistes, c'est-à-dire aller faire des blocages d'abattoirs, prendre des animaux, se barrer, voilà, toutes ces choses illégales qui nous mettent face à la police. J'ai arrêté. Voilà, parce qu'en tant que personne racisée, on a d'autres problématiques qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que voilà, on a envie d'agir. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'arriver à agir à mon niveau et un niveau qui fait que ça ne met pas trop ma santé mentale en danger, parce que franchement, ça peut être compliqué. Mon rapport avec la nature et ma spiritualité a énormément évolué. Je pense que j'arrive à beaucoup plus ressentir les choses, à être beaucoup plus alignée. C'est ce qui me paraît logique, parce qu'à force d'avoir un corps qu'on reconnaît vraiment comme un temple et vraiment comme un temple et d'avoir vraiment cette compassion constante en fait, parce que c'est pas juste de la compassion, il y a quelqu'un dans la rue, vraiment cette action qu'on peut déclencher avec la compassion, refuser, avoir des assiettes, on va dire essayer d'avoir des assiettes les plus cohérentes possibles, les plus alignées avec ses besoins, être à l'affût de ses besoins. Oui, je pense qu'avant, à mon début de véganisme, j'étais encore encrassée, normal, j'avais encore pas mal de soucis de santé. Je suis asthmatique sévère de naissance. Tous les ans, j'allais à l'hôpital
faire au moins 1 mois d'hôpital, intubation, etc. Enfin voilà, j'ai déjà fait un coma, un décès clinique quand j'étais petite à cause de l'asthme. Donc vraiment, pour le coup, le poumon, salut quoi. Et depuis que je suis passée végane, c'est pas pour faire ma propagande, mais en tout cas, je ne vais plus à l'hôpital. J'ai toujours mon traitement, bien sûr, mais je ne vais plus à l'hôpital. J'ai toujours pas chopé le Covid. Voilà, j'ai envie de dire ça parce que les gens sont en mode ah, mais tu es une personne à risque. Ciao. Voilà. Donc, bien sûr, on peut être vegan et choper le Covid. C'est juste que, voilà, je pense que vraiment sur les défenses immunitaires, ça joue sur plein de choses au niveau de ma santé. Moi qui étais vraiment une petite chose fragile, ça m'a fortifiée. Et au bout de 5 ans de véganisme, bah, pour le coup, je suis jamais été aussi bien, quoi. Donc, voilà. Alors, je propose des plats à la commande. C'est vrai que j'ai fait une petite pause là, mais ça va reprendre. Et puis en DM, vous pouvez me demander. Sinon, bah, souvent, je fais des événements avec ma copine Violette Tannenbaum, qui est donc une styliste et une créatrice DA. Enfin bref, elle a créé sa marque, mais bon, elle est la multicasquette, elle est photographe de malade, elle est guadeloupéenne. Et, voilà, elle a commencé par des créations de robes de mariée, etc. Donc, elle fait vraiment de la mode éthique maison. Elle a un univers incroyable. Donc, très souvent, je l'accompagne dans ces événements pour faire des repas voilà, à Paris, etc. Des petits goûters. Parfois, je participe aussi en tant que traiteur à des retraites de yoga, des retraites de cercle de femmes. Ça m'arrive, là, ça va être faire 2, 3 fois. Euh, voilà, donc on va dire que c'est plutôt comme ça que des événements. C'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup d'événements, mais ensuite, il y a eu le Covid. Mais voilà, c'est pas ce dans quoi je veux me spécialiser, mais ça me permet quand même de faire découvrir et d'aller dans la bouche des gens et peut-être de les persuader un petit peu. En tout cas, de planter une petite graine et à voir quoi. Je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment l'heure du choix. Hein, c'est un peu le combat de la lumière contre l'obscurité. Euh, on est un peu voilà, en mode choisissez Jedi ou Sith. C'est important de faire un choix là qui va conditionner le reste de ce que va advenir notre monde. Bien sûr qu'on n'a pas un pouvoir infini sur tout ce qui va se passer. Néanmoins, on participe à un égrégore, on enrichit des choses et c'est important aussi d'enrichir et de valoriser la place de la compassion, mettre plus de compassion dans nos mots, dans nos actes. Pratiquer pour moi cette gratitude qui est beaucoup plus simple que de journaling tout le temps, cette gratitude par que ce soit ce qu'on peut considérer comme la retenue, mais aussi en considérant, parce qu'en fait moi je me retiens pas de manger des animaux, je les considère tels qu'ils sont, des êtres vivants qui peuvent faire leur vie, avoir une famille, jouer, faire leur toilette, voilà, sans que je vienne empiéter sur leur territoire, sans que, voilà, vraiment se remettre en question et pratiquer cette gratitude, en fait, ça apporte tellement que je ne peux que vous conseiller d'enrichir votre vie d'un mode de pensée beaucoup plus bienveillant et compatissant. Voilà.